Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsi Cyborg où nous allons vous présenter la solution collaborative SharePoint. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Lionel Fabre, responsable de service collaboratif Web et BI. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Lionel. Bonjour Charlotte et bienvenue à tous pour cette conférence web. Nous allons parler aujourd'hui de la solution collaborative vue par Apsi Cyborg. Donc pour cela, je vais commencer par présenter Apsi Cyborg très rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une société qui offre des solutions de gestion de RP et de CRM à ses clients, que ce soit en France ou à l'international. Nous sommes en fait une société qui est répartie sur tout le territoire français avec une dimension à l'international pour les sociétés ayant des filiales à l'étranger et qui répondront à cet ensemble de besoins. Au cours de cette webconférence, nous allons voir tout d'abord en fait ce qu'est l'outil collaboratif et essayer de le définir un petit peu mieux. Vous proposer en fait une présentation de la solution que propose Apsi Cyborg pour répondre aux besoins en matière de collaboratif. Vous présenter quelques success stories et ensuite la méthodologie que nous appliquons pour faire de ces projets un succès. Tout d'abord, concernant l'outil collaboratif, partons d'un constat. Au cours des années, nos méthodes de travail ont fortement évolué, passant généralement d'un mode assez cloisonné à un mode beaucoup plus collaboratif où nous allons multiplier les interlocuteurs, les canaux de communication, les supports de communication et les éléments que nous souhaitons partager, échanger ou du coup faire diffuser. Partant de ce constat-là, on s'aperçoit que, à nouveau, certainement que la majorité d'entre vous ont déjà subi ces conséquences-là. On a une multiplication des collaborateurs avec lesquels on échange. On a une multiplication des sujets que l'on doit traiter. On est de moins en moins monotâche sur nos différents postes. On a une multiplication des fichiers, des emails que l'on va échanger. Je pense que la majorité d'entre vous a certainement aussi une boîte email qui a une tendance à prendre beaucoup de place et on a du mal à traiter tous les emails qui nous arrivent au quotidien. Et même au-delà de ça, en fait, on va multiplier les informations, c'est-à-dire par exemple les demandes de réunion, les échanges au sujet de ces réunions, des contacts, etc., etc. C'est pour cela en fait que la solution collaborative peut vous aider au quotidien et répondre à cette problématique-là. Une solution collaborative, en fait, c'est quoi? C'est une plateforme en fait qui va avoir un certain nombre de fonctionnalités dont les principales sont décrites ici, à savoir c'est une plateforme qui va vous permettre de gérer de la documentation. Donc par gestion de documentation, on entend en fait le fait de pouvoir ajouter, modifier et supprimer de la documentation, mais aussi de pouvoir la trier, de pouvoir faire des recherches, c'est-à-dire qu'une plateforme collaborative a nécessairement un moteur de recherche qui va vous permettre de retrouver facilement cette documentation, puisque stocker de la documentation, c'est bien, on est tous en capacité de le faire, notamment avec des répertoires réseau ou nos répertoires locaux. Par contre, pouvoir retrouver l'information facilement et aisément, c'est déjà plus compliqué. Donc, sans moteur de recherche, c'est quasiment impossible. Ici, du coup, la solution collaborative doit forcément donc proposer un moteur de recherche pour vous permettre d'accéder rapidement et simplement à l'information. Ensuite, nous parlons beaucoup de documentation, mais comme je l'ai évoqué juste avant, c'est aussi partager de l'information. Donc, une plateforme collaborative va pouvoir notamment permettre de passer par différents canaux de communication pour pouvoir diffuser de l'information, comme par exemple des événements, une liste de contacts, des réunions, des plannings, etc. Une solution collaborative aussi, c'est aussi la gestion en fait des workflows, c'est-à-dire que la documentation, généralement la documentation elle-même est déjà soumise à un certain nombre de processus en fait, comme par exemple le plus connu qui est le process de validation où je vais par exemple éditer un document et le rédiger et je vais le soumettre à approbation de mon responsable et une fois cette approbation récupérée, on va pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Donc, la plateforme collaborative doit forcément aussi avoir un moteur de workflow qui va permettre de gérer non seulement ce process bien particulier, mais aussi les process qui sont strictement liés à par exemple, à votre fonctionnement ou à votre métier. Enfin, tout ça, c'est très bien, mais par contre, il faut aussi
penser à la sécurité, c'est-à-dire qu'une plateforme collaborative, même si cela veut dire partager, échanger et diffuser, cela ne veut pas dire en fait laisser n'importe qui accéder à n'importe quoi. Donc bien entendu qu'une plateforme collaborative doit vous permettre aussi de sécuriser les accès à vos données, à vos documents. Cette sécurisation se fera par une authentification et une assignation de droits en fait qui vont permettre de dire que toutes les personnes n'étant pas du service RH n'ont pas accès à l'ensemble par exemple des fiches de salaire de tous les employés. Maintenant, voyons la solution qui est proposée par AppSyBorg. En fait, il s'agit de la solution Microsoft SharePoint. Et SharePoint, c'est quoi? Donc, SharePoint, en fait, c'est un outil de collaboration, tout d'abord, puisque sinon nous ne serions pas en train d'en parler. Et c'est un outil de la gamme Microsoft Office. Ici, là, les deux mots sont très importants, puisque Microsoft, donc, est tout de même un éditeur majeur, en fait, sur le marché informatique. Puisque vous avez, je pense, pour une majorité d'entre vous, à l'heure actuelle, un Windows qui tourne sur votre poste, avec certainement, pour une majorité encore d'entre vous, une suite Office avec Word, Excel, etc. Donc ça, c'est le deuxième mot, Office. Alors, pourquoi on insiste dessus? C'est parce que du coup, SharePoint étant dans la gamme donc, de Microsoft Office, va s'intégrer parfaitement avec tous les outils de la suite Office. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement basculer de SharePoint vers un Word ou vers un PowerPoint, par exemple, ou un Excel, et inversement, en toute transparence. Ensuite, c'est un outil web. Alors, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, en ce qui concerne donc SharePoint, d'installer quoi que ce soit sur vos postes pour pouvoir l'utiliser. Il vous suffit juste d'avoir un navigateur, donc tel que Internet Explorer, Firefox, Chrome, et une connexion en fait Internet. Ensuite, il existe donc deux versions. Il existe la version on-premise et la version Office 365. Alors en fait, ici, pour faire très simple, la version on-premise correspond en fait aux serveurs qui sont installés donc chez votre hébergeur préféré ou sur votre système d'information en direct, c'est-à-dire que les données sont centralisées sur des serveurs vous appartenant ou qui sont loués par votre société. Alors que la version Office 365, c'est dans le cloud de Microsoft, donc sur les data centers de Microsoft. En sachant que ici, je vais passer très rapidement, mais dans chacun de ces cas-là, il y a un certain nombre de licences, et en plus de ça, il est tout à fait possible de mixer un peu les deux architectures en ayant quelques serveurs chez vous et une partie dans le cloud, ce qu'on appelle les organisations hybrides. Ensuite, le dernier point, c'est que c'est en très forte interaction en fait avec les outils de Microsoft. C'est-à-dire qu'au-delà de la gamme Office, en fait, on est tout à fait en capacité d'intégrer des données en fait issues d'un CRM par exemple ou d'un NAV assez facilement dans un SharePoint, ainsi que de quasiment tous les outils de Microsoft. Alors j'insiste sur les outils Microsoft, mais en fait, il est tout à fait possible d'intégrer des données d'autres outils à partir du moment où le connecteur est existant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous illustrer tout ceci via une petite présentation, une petite démonstration. Donc, je vous présente ici le portail d'Unvictus, qui est une société complètement fictive et que l'on va utiliser tout au long de cette conférence, qui correspond en fait à une société qui vend des batteries solaires. Comme vous le voyez, je n'ai qu'un navigateur donc ici qui est ouvert avec donc l'URL de mon portail et du coup j'ai un portail SharePoint qui apparaît ici. Donc ce portail SharePoint est donc complètement intégré dans ce navigateur. J'ai pas besoin d'autres outils tiers pour le faire fonctionner comme je vous l'ai indiqué. Ici, on est sur la page d'accueil en fait de ce portail. Et un portail, c'est quoi? En fait, un portail, c'est tout simplement un site web en fait avec un ensemble de pages et de liens en fait qui interagissent entre eux. Ici, on est sur la page d'accueil de cet intranet Invictus qui a été complètement personnalisé en fait pour les besoins de cette démonstration, en sachant que ici, tout ce que je vais vous montrer ne nécessite absolument aucun développement. C'est-à-dire que quand je vais parler de personnalisation tout au long de cette conférence, je vais tout simplement parler du fait de pouvoir utiliser les menus. Donc ici, je suis administrateur, donc j'ai tous les menus aussi qui apparaissent, qui me permettent de modifier, ajouter, supprimer des éléments en fait tout au long dans ce portail.
Donc, la personnalisation, c'est juste l'utilisation en tant que personne ayant un peu plus de droits pour pouvoir modifier via l'outil, en fait, toutes les pages ou tout le contenu. Donc, à nouveau, ici, absolument rien dans cette démonstration, la nécessité du développement. Il ne s'agit juste que l'utilisation basique du portail, en fait, avec du coup des modifications pour rendre le portail un petit peu plus dynamique et pour qu'il colle au discours que nous tenons, en fait, au sujet de cette solution. Donc ici, dans cette page de présentation, j'ai tout d'abord en fait une première partie qui correspond en fait à des images qui vont pouvoir me permettre d'être redirigé vers des sous-espaces. Alors on va aborder cette notion juste après. J'ai décidé que j'allais afficher un certain nombre d'actualités. Donc ici, j'en ai 2 qui sont affichées. J'ai aussi des événements. J'ai aussi un ensemble de documents qui sont aussi stockés. Donc on reverra aussi cette notion de stockage de documents. Donc ici, cette page a été complètement personnalisée pour la partie démonstration, mais en fait, grosso modo, le discours, c'est de dire euh, la page de présentation donc, de la solution collaborative ici doit permettre à un utilisateur, si vous souhaitez donc mettre en place un intranet, d'accéder facilement à une information. Et en l'occurrence, sur la page d'accueil, ce sont toutes celles qui vont pouvoir éventuellement l'intéresser lorsqu'il se connecte le matin en fait sur son navigateur. Donc ici, par exemple, il pourra accéder aux différentes actualités, aux prochaines conférences qui auront lieu, aux différents événements, et pouvoir aussi accéder à l'intégralité du contenu via des menus. Donc ici, à nouveau, tout est personnalisable, c'est-à-dire que dans certains cas, nous mettons en place en fait des liens, dans d'autres, nous mettons en fait directement un ensemble de documents, dans certains autres, on personnalise un peu plus la page et on met des rapports. Donc tout va dépendre en fait du besoin et l'outil pour cela est très flexible et va nous permettre en fait de vraiment customiser cette page. À nouveau, ici, je parle sans aucun développement. Il s'agit vraiment de la customisation manuelle via l'outil. Donc, pour vous montrer un petit peu des sous-espaces, donc on va revenir sur l'espace projet juste après pour parler de la partie documentaire, mais en fait, un sous-espace, c'est tout simplement en fait un sous-site. Donc ici, je vais accéder en fait à mon sous-espace Sales, dans lequel du coup je vais avoir par exemple un autre ensemble de sous-menus pour accéder aux contrats, aux produits, aux comptes, aux opportunités ou aux prospects. Ici, sachant que les données qui seront là, par exemple, peuvent être connectées en fait à ma solution en fait CRM, donc Dynamics 365 for Sales. Je peux aussi avoir exactement la même chose sur la partie nav, c'est-à-dire que je peux récupérer des données. Donc ici, on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon c'est vrai que ça serait assez long. Et l'autre élément que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut donc intégrer vraiment beaucoup d'informations différentes, puisqu'ici, là, j'ai un rapport en fait qui est édité sur Power BI en fait, et qui est complètement dynamique, puisque vous voyez ici, je peux en fait changer le filtrage des années si je le souhaite. Je peux du coup passer en fait de page en page. J'ai les détails lorsque je vais accéder, enfin surligner en fait un élément. Donc j'ai vraiment en fait, ce n'est pas un PDF qui est vu ni un fichier Excel un petit peu customisé. C'est vraiment en fait un Power BI qui va être directement intégré dans la page et qui va nous permettre en quelques clics d'avoir les informations concernant par exemple les évolutions de certains indicateurs sur la partie. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer les petites possibilités qu'il peut y avoir via la customisation en fait purement en fait des pages qui sont incluses dans SharePoint, en sachant qu'ici je vous montre une très très faible un très très faible potentiel parce qu'on peut vraiment en fait faire beaucoup de choses avec ces pages-là et complètement les personnaliser en fonction de vos besoins. Donc ça, c'était juste voilà pour vous montrer donc là, je parlais plus de la fonctionnalité concernant la publication d'informations et la diffusion, puisque j'ai vu des rapports, j'ai vu des actualités, j'ai vu du coup des événements. Maintenant, on va plutôt aborder les sujets qui sont souvent un peu plus comment dire, touffus, à savoir donc la gestion des documents. Donc pour cela, en fait, je vais essayer d'accéder à mes espaces projets. Donc ici, dans ce portail, l'idée c'est de dire que donc une solution collaborative, c'était pour travailler en collaboration. Et le meilleur exemple qui existe, ce sont souvent en fait les projets. Donc ici, on a alors j'ai fait une présentation très très sobre. J'aurais pu aussi faire des vignettes comme sur le précédent.
mais on va partir sur le principe en fait que chaque projet va avoir un sous-espace en fait qui lui est dédié et sur lequel toute l'équipe projet va pouvoir accéder. Et ici, on a personnalisé les espaces pour donc notamment mettre en place une petite timeline pour dire où est-ce qu'en est le projet et du coup très rapidement on voit les grosses étapes du projet. Et en dessous, on va y revenir tout de suite, j'ai un ensemble de documents qui sont liés à ce projet. Donc d'un côté, j'ai la partie gestion de projet avec les différents comptes rendus qui ont pu être rédigés et de l'autre, toute la partie documentation technique. Alors, je vais revenir tout de suite sur ces aspects-là, hein, vous inquiétez pas. Je voulais juste voilà, vous montrer qu'il y a aussi la possibilité d'avoir tout un ensemble d'éléments. Donc, on a notamment des calendriers qui peuvent être ajoutés à ces espaces-là, qui vont me permettre notamment d'avoir le calendrier du projet ou des points forts du projet, c'est-à-dire par exemple tous les coproges ou les copiles en fait par rapport à ce projet. Je peux avoir du coup des listes de tâches, un bloc-notes, etc. Nous, ce qui va nous intéresser là tout de suite, au-delà donc de cet aspect où nous pouvons collaborer à plusieurs en équipe autour d'un thème qui est donc ici le projet de renouvellement du Powerwall, qui est le produit phare de cette société Invictus, on va pouvoir en fait du coup gérer en fait la documentation qui est liée à ce projet. Donc ici j'ai deux bibliothèques. On va maintenant aborder un petit peu le vocabulaire. Donc une bibliothèque qui s'appelle document technique, j'en avais une autre sur la partie projet. Alors une bibliothèque, c'est pas très compliqué, c'est assez simple je pense au niveau de l'image, c'est que c'est un espace, enfin un lieu où il se trouve un ensemble de documents, comme une réelle bibliothèque. Donc dans cette bibliothèque, comme vous le voyez, j'ai tout un ensemble de documents qui sont présents, d'accord? Donc on en a ajouté un certain nombre. Et je vais pouvoir du coup accéder à un document, l'ouvrir. Donc par exemple ici, si je clique dessus, je peux en fait ouvrir directement le PDF. Bon, ici le plus intéressant, ça va plutôt être par exemple de pouvoir ouvrir un point doc. Donc en ouvrant en fait ce point doc, je vais avoir donc deux choix en fonction de la version que vous avez, qui va me permettre soit d'ouvrir le Word local qui est installé sur votre poste, si vous le souhaitez, ou d'ouvrir, si vous avez la version Office 365 de SharePoint, la version Word Online. Alors, comme vous le voyez, moi, ici en bas, dans mes menus, enfin dans ma barre de tâches, je n'ai pas de logo Word. Et pour autant, il a bien réussi à m'ouvrir, en effet, le document Word donc ici dans le Word Online. Alors le Word Online, en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est un Word qui est directement inclus dans le navigateur. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin ici d'avoir d'avoir le Word sur mon bureau qui va s'être ouvert. Comme vous le voyez, c'est vraiment une fenêtre en fait dans mon navigateur. C'est-à-dire que hop, ici, je suis vraiment dans mon navigateur. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je vais pouvoir avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités qui sont celles de Word, hein, à savoir que je vais pouvoir éditer mon document, je vais pouvoir du coup le mettre en page, etc. Alors, les seules choses à savoir sur cette partie-là, c'est que la version Word Online est un poil plus légère que la version du Word que vous installez sur vos bureaux. Et il y a quelques fonctionnalités en effet qui ne sont pas présentes pour l'instant. Alors je dis pour l'instant parce que Microsoft travaille très régulièrement à enrichir ces versions-là. Mais en toute honnêteté, les fonctionnalités en question sont quand même des choses très particulières. Et pour faire du traitement de texte classique, on en a rarement besoin. Bon, la seule fois où j'ai eu une fois où il m'a manqué une fonctionnalité, c'était sur les formules mathématiques, puisque Word intègre des modules en fait de gestion de formules mathématiques et il n'est pas présent. Mais sinon, sur quasiment tout le reste, en fait, on retrouve ce que l'on connaît déjà en fait de Word. Voilà. Donc ici, c'était juste pour vous montrer rapidement en fait l'outil. On va y revenir de toute façon sur Word. Donc, et vous indiquer donc que dans une bibliothèque, je peux avoir un ensemble de documents. Alors là, il m'a créé une version docx parce que sans le vouloir, j'avais pas fait attention. C'est une version doc, donc il me l'a converti en docx. Donc du coup, je vais avoir un ensemble de documents et que je vais pouvoir du coup ouvrir et éditer. Alors bien entendu, ça ne se limite pas là puisque je vais aussi avoir la possibilité d'en créer des nouveaux.
Donc pour cela, en fait, ben, je peux dire je veux créer un nouveau. Alors j'ai la possibilité de créer des répertoires aussi si je le souhaite, mais je vais créer un nouveau document technique. Et là, à nouveau, donc je vais retomber du coup sur mon. Alors, je vais dupliquer. Je vais donc retomber sur mon Word Online et là, en fait, je vais pouvoir créer mon document technique. Donc, nouveau document technique en le mettant en page, etc. Alors là, ce qui est intéressant, si vous voyez en haut, c'est que j'ai un petit message qui me dit enregistrement en cours. Et puis maintenant, enregistrer. Donc la grosse différence entre la version Word Online et la version classique que vous connaissez certainement, est que ici, en fait, l'enregistrement se fait au fur et à mesure. Et du coup, on va pouvoir disons, ne pas avoir besoin de se préoccuper d'avoir vérifié si en partant on a bien enregistré le document, etc. Donc l'enregistrement est fait en ligne en fait, petit à petit. Donc ici je vais changer le titre de mon document, je vais l'appeler exemple, et du coup je vais retourner du coup sur ma bibliothèque. Hop. Donc dans ma bibliothèque de documents, normalement je vais voir apparaître ici un nouveau document qui s'appelle exemple et à nouveau, ben, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, si je clique dessus, je vais pouvoir du coup l'ouvrir, pouvoir le modifier et ainsi de suite. Bon. Donc ici nous venons de voir donc très rapidement parce qu'à nouveau je ne vous montre pas toutes les options disponibles, etc. puisqu'on peut aller assez loin tout de même dans toute cette partie-là. Je viens de vous montrer du coup comment on pouvait donc ajouter ou modifier un document dans une bibliothèque de documents. En sachant que ce que je viens de vous montrer pour la partie Word est totalement possible avec du coup des documents de type Excel, de type PowerPoint, excusez-moi, ou Word, puisque du coup en fait c'est des outils de la gamme Office qui ont été repris et qui sont disponibles en ligne directement. En sachant que SharePoint, au-delà de l'édition de ce type de document, est tout à fait capable de pouvoir lire en fait, puisque du coup c'est le navigateur ici qui va prendre le relais, qui va pouvoir lire en fait un PDF, puisque les fichiers de type PDF. C'est le cas aussi pour les fichiers de type image, c'est aussi le cas pour les fichiers de type texte. La seule chose, c'est que pour l'édition, du coup, il n'y aura que l'édition des documents de type Office. Donc ici, je viens de vous présenter le cas où on a créé un document, où on en a modifié un. Maintenant, la majorité d'entre vous travaillent certainement déjà en local sur leur poste, donc vous allez éditer des documents avec le Word local sur votre poste, ou avec ou avec votre PowerPoint, ou vous allez générer des PDF, et vous allez souhaiter en fait pouvoir les rajouter en fait dans cette bibliothèque. Pour ça, en fait, on a un deuxième menu qui va me permettre tout simplement en fait de récupérer des fichiers existants sur mon poste. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une façon assez classique de fonctionner. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est le cas où, en fait, vous avez besoin d'ajouter un certain nombre de documents d'un seul coup. Donc ici, j'ai 4 documents d'exemple, et je vais tout simplement, en fait, les prendre, faire un glisser-déposer, et les lâcher, en fait. Vous voyez, en haut, il y a un petit message qui est apparu pour dire « Faites glisser les éléments vers n'importe quel emplacement » et je vais les lâcher du coup dans ma bibliothèque. Là, un petit message va me dire je suis en train de charger les 4 documents que tu as rajoutés et j'ai 4 documents ici en fait qui ont été directement ajoutés. Donc en sachant que cette fonctionnalité fonctionne pour 4 documents, mais fonctionne pour plus de documents. Bien entendu, plus il y a de documents ajoutés d'un seul coup, plus le temps de chargement sera forcément important, sachant que les temps de réponse sont quand même relativement corrects. Donc ici, on vient donc d'un seul coup de voir, alors c'est assez rapide, mais comment ajouter, modifier en fait, ou charger en fait un ensemble de documents dans une bibliothèque, qui je le rappelle est un espace dans lequel vous pouvez gérer vos documents. Maintenant, les autres aspects vont plutôt être tournés sur, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est bien en fait de pouvoir gérer sa documentation en ajoutant, en modifiant ou en supprimant la documentation. Mais c'est quand même complètement inutile si on n'est pas en capacité de retrouver cette information-là. Donc, SharePoint se base ici sur le principe de dire que votre document, en fait, en lui-même, possède a une valeur, puisque sinon vous ne le stockeriez pas et vous ne les modifieriez pas, vous ne les partageriez pas.
mais on peut en fait l'enrichir, enrichir le document avec un certain nombre d'informations qui vont avoir un double but, à savoir mieux retrouver l'information en fait, et tout simplement valoriser des documents. C'est-à-dire que ici, comme j'ai passé sous silence depuis tout à l'heure de façon volontaire, cette bibliothèque est en fait est composée, c'est une grille tout simplement. Chaque ligne va en effet correspondre à un document, et là on voit en fait que j'ai des colonnes. Alors j'ai des colonnes qui sont simples à comprendre puisque du coup j'ai un logo qui me permet d'identifier quel est le type de document en question. Ici je vois que c'est des documents de type doc et ici des PDF. J'ai le nom de mon document, j'ai quand est-ce qu'il a été modifié et qui l'a modifié. Mais j'ai aussi là deux colonnes en fait, l'une qui s'appelle technologie et l'autre en fait qui s'appelle type de document OnVictus, qui, comme vous vous en doutez, en fait, sont fortement liés en fait à cette bibliothèque-là, puisque ce ne sont pas des colonnes par défaut qui existent sous SharePoint, c'est moi qui les ai créées pour le besoin donc de cette démonstration. Et c'est là l'intérêt de cette solution, et je pense l'intérêt d'Apsys d'accompagner ses clients dans le déploiement de ce type de solution, c'est d'enrichir la documentation que vous avez avec du coup une structure de données qui va nous permettre plus facilement de retrouver les informations. C'est-à-dire que ici, très simplement, juste avec cette grille-là, et on verra qu'on peut aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir du coup dire, je souhaite du coup les filtrer, par exemple regrouper par technologie. Hop. Donc ici, ben, je vais avoir des sous-catégories qui vont se créer pour dire ben, le lithium, en fait j'en ai 6 par exemple. Je peux du coup sinon alors annuler mon filtre et dire que je les veux en fait par ordre alphabétique sur le type de document. Donc je vais avoir en priorité ceux qui sont vides, puis les analyses, etc. Donc déjà, dans un premier temps, ça ne va pas me permettre éventuellement de retrouver certaines informations. Par contre, ce type de recherche va être assez limité pour pouvoir retrouver l'information qu'on veut. Donc ici, complètement à droite, en fait, j'ai un petit menu qui va me permettre de filtrer sur toutes ces colonnes en disant, ben, je cherche en fait tous les PDF qui concernent le lithium, hop, et le plomb. Et après, du coup, bah, je vais forcément avoir réduit ma recherche, puisque j'avais, je pense qu'il doit y avoir une soixantaine de documents dans cette bibliothèque, à juste une dizaine, et je peux, en plus de ça, bah, continuer à jouer sur les filtres des colonnes, etc. Donc ici, en fait, l'intérêt est quand même beaucoup plus probant, puisque en quelques clics, j'ai pu resserrer le filet autour des quelques documents, et après, j'ai plus qu'à récupérer mon document, le modifier s'il ne s'agit pas d'un PDF, hein, bien entendu, ou le diffuser, etc. Puisqu'après, pour chacun de ces documents, à nouveau, je ne vais pas m'apesantir, mais on a la possibilité de l'envoyer à quelqu'un, on a la possibilité de créer des alertes pour savoir si quelqu'un l'a modifié, si quelqu'un l'a ajouté. On a la possibilité aussi de récupérer tous les historiques, donc on peut déclencher aussi donc un workflow dessus, etc., etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur toutes ces fonctionnalités parce qu'elles sont très nombreuses et en plus de ça, il y a des tas de cas possibles pour pouvoir les exploiter. Je vais passer directement à la suite. Mais voilà, il faut garder en tête en effet que l'outil offre beaucoup de possibilités autour de la gestion de ces documents en fait, et c'est généralement en fait toutes les fonctionnalités qu'on attend de ce genre d'outil, à savoir du coup l'édition, la gestion des process autour de ces documents, le versionning, le traçage en fait des modifications, etc., etc. Maintenant, ce que je souhaiterais juste vous montrer, on va retourner sur l'accueil et on va partir sur le principe. Alors ici, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je sais, moi, en tant que membre de l'équipe projet renouvellement du Powerwall, qu'il faut que j'aille dans espace projet, que ensuite il faut que j'aille du coup dans renouvellement du Powerwall, et que ensuite j'aille sur la documentation technique pour arriver en fait sur l'endroit où je pense avoir le document que je cherche. Ok. D'ailleurs, je suis désolé, je refais un petit aparté. Je viens m'apercevoir que je vous ai pas montré quand même comment mettre ces fameuses métadonnées. Donc du coup ici en fait, quand je vais avoir
quand je vais avoir un document, je vais pouvoir modifier les données en fait liées à ce document. Hop. Pardon, excusez-moi, je vais pas y arriver. J'ai un lien qui est certainement me manque un petit lien, je vous prie de m'excuser. Donc du coup ici, je vais pouvoir en fait modifier les valeurs. Et par exemple, on parlait des technologies. Donc ici, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que j'ai un ensemble de valeurs qui sont déjà prédéfinies et que je vais pouvoir en fait utiliser et assigner en fait à mon document. Donc, par exemple, je vais dire ce document-là, c'est lithium. Pareil pour les types de documents, en sachant que ici, tout ce que je vous montre n'a nécessité à nouveau aucun développement. Excusez-moi, j'ai cliqué un peu trop vite. N'a nécessité absolument aucun développement et il s'agit juste de paramétrage. Donc ici, on exploite en fait des dictionnaires de données. Donc ça veut dire que la société en fait qui possède ce SharePoint maîtrise les métadonnées qui peuvent être assignées en fait à des documents. Et on va du coup pouvoir assigner en fait les valeurs qui auront été prédéfinies en fait à ces documents-là. Donc, je reviens, je suis désolé sur l'exemple que j'avais, c'est-à-dire que donc je suis parti sur le principe que que je connais où est l'emplacement du document que je recherche. Maintenant, l'autre possibilité aussi, c'est de dire je ne sais pas du tout en fait où est le document. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas sur le projet en fait de renouvellement. Par contre, mon collègue m'a dit que la documentation en fait sur le dernier Powerwall était du coup sur le SharePoint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la recherche, qui ici en fait est vraiment au niveau de. Je l'ai sur toutes les pages, mais c'est pour vous donner l'exemple en fait où je suis sur l'intranet et je ne sais pas du tout où se trouve mon document. Et en fait, je vais chercher, par exemple, Powerwall. On va faire Powerwall. Ici, l'outil va me renvoyer en fait vers le moteur de recherche qui va directement me renvoyer donc toutes les informations de mon site concernant en fait le mot Powerwall. Ici, par contre, déjà j'ai une première possibilité, c'est-à-dire que il m'envoie absolument tout. C'est-à-dire que là, je vais avoir à la fois les sous-sites, les espaces en fait qui contiennent le mot Powerwall, mais je vais avoir aussi ici j'ai une news concernant le Powerwall, et ensuite j'ai un ensemble de documents. Moi, je sais que c'est un fichier, donc du coup, je vais cliquer sur fichier pour déjà faire un pré-filtrage en fait sur la partie des fichiers. Et je vais en fait avoir ici accès à toutes les entrées de tous les documents qui contiennent le mot Powerwall. Alors quand je dis contient, c'est vraiment contenir. C'est-à-dire que ici, par exemple, est-ce que je peux en avoir un en exemple? Voilà, étude faisabilité, le titre en lui-même ne contient pas Powerwall. Par contre, à l'intérieur, si je l'ouvrais, en fait, je verrai le mot Powerwall. C'est-à-dire que le moteur de recherche va indexer non seulement en fait le titre, toutes les métadonnées en fait associées à ce fichier, mais aussi en fait tout le contenu. À partir du moment où il est lisible par SharePoint. Donc à nouveau, ça signifie quoi? C'est un document qui est issu de la gamme Office, donc les Word, les PowerPoint, les Excel, tous les fichiers texte de base, tous les fichiers de type PDF. Donc du coup, ça permet en fait d'agréger en fait tout le contenu et de faire un moteur, enfin, de permettre de l'indexer et de faire des recherches dessus. Donc, cet outil de recherche en fait permet les principales fonctionnalités en matière de moteur de recherche. C'est-à-dire que j'ai un petit aperçu en fait du contenu du document. Si c'est par rapport à une image, peut-être qu'il faut que je me fixe. Je peux donc forcément l'ouvrir. J'ai les premiers mots en fait qui sont inscrits dans ce document-là et j'ai un ensemble d'informations pour dire que c'est moi qui l'ai modifié le 14 mars 2018 et qu'il se trouve sur le site donc Renouvellement Powerwall. Avec le petit icône, je sais qu'il s'agit d'un PDF et je peux ainsi du coup accéder aux informations dont j'ai besoin. L'autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que donc comme tout site moteur de recherche, on a la possibilité d'avoir des filtres. Donc ici, volontairement, on n'a pas personnalisé pour vous montrer juste la fonctionnalité de base.
donc qui va s'adapter aussi à mon contenu, hein. Ici, c'est des fichiers, donc il me propose juste le type de fichier et par exemple un filtre sur la modification. Mais cette partie-là est customisable et notamment, on va pouvoir y retrouver, par exemple, la colonne technologie si j'ai une page de recherche dédiée à la documentation technique, etc. Donc voilà en ce qui concerne du coup cette très rapide présentation en fait de cette plateforme de démonstration. Donc ici, le but de cette démonstration était vraiment voilà, de vous montrer très très rapidement. À nouveau, je pense que vous l'avez vu, il y a un très grand nombre de menus et de possibilités que je ne pourrais pas exposer dans un laps de temps aussi court. Mais l'idée qu'il faut retenir de cet outil-là, c'est que vous allez pouvoir en fait vous en servir notamment pour créer une plateforme de type intranet pour publier et diffuser de l'information, sachant que en plus de ça, SharePoint, c'est depuis très peu de temps, enfin depuis quelques mois, a acquis en fait des fonctionnalités notamment de newsletter, c'est-à-dire que si vous avez un service de communication en interne, il va créer un certain nombre d'informations, de news, etc. Et il va pouvoir, en plus de les publier sur le portail, les diffuser à travers l'outil Teams si vous l'utilisez aussi, à travers donc via en fait une newsletter qui peut être mensuelle, hebdomadaire, donc via un certain nombre de canaux en fait, il va pouvoir diffuser l'information. Donc voilà, donc l'idée qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez l'utiliser pour toute la partie publication et diffusion d'informations, puisqu'ici, je n'ai pas parlé uniquement à nouveau de documentation, que vous pouvez l'utiliser aussi pour du coup créer des espaces de collaboration et de partage autour d'un sujet. Donc ici, on a pris le cas de projet, mais ça peut être une ligne de produit, ça peut être une équipe en fait qui travaille en collaboration dans un service. Donc voilà, donc on peut complètement personnaliser en fait la hiérarchie qui est utilisée. Ici, volontairement, nous, on a pris le cas où on avait un accueil, on avait un espace pour la partie helpdesk, une partie sur l'IRH qui va permettre de publier par exemple les informations, d'accueil par exemple pour un salarié, les informations liées au RH, etc. Les comptes rendus des différents comités au niveau de des ressources humaines. Une partie sur la partie Operation and Finance, SAFE, un espace projet, mais ici, en fait, tout ça, à nouveau, est complètement personnalisable. De la même façon que tout ce que je vous ai montré, ces images, les liens, le contenu est personnalisable, le menu est entièrement personnalisable et on peut recréer, en fait, la hiérarchie que vous souhaitez. Donc, la publication, la collaboration autour d'un espace projet, d'un espace produit, et en dernier, donc le dernier point qu'on a vu, c'est la gestion donc, des documents au sens de gestion électronique des documents. Donc voilà les points forts de cet outil, sachant que pour des raisons à nouveau de temps, en fait, on ne va pas pouvoir parler de la gestion des droits, etc. Mais tout est sécurisé, c'est-à-dire que ici, pour accéder à cette plateforme, je me suis authentifié en tant que Lionel Fabre avec une adresse email et un mot de passe, et que si vous voyez, si je peux voir tous ces éléments-là, c'est parce qu'à un moment, on m'a assigné des droits me permettant de les avoir. Le dernier point sur lequel je voudrais juste parler très rapidement avant d'aborder nos success stories et la méthodologie que nous proposons à nos clients pour mettre en place ce portail, c'est la partie workflow. Donc, la version SharePoint, donc Office 365, est intégrée à la plateforme Office 365. Et parmi les outils présents, en fait, on a un outil qui s'appelle Flow, en fait, et qui, son nom l'indique plus ou moins bien, va nous permettre de créer et de gérer, en fait, des workflows, des process ou des processus, ça dépend comment vous les appelez, que je vais pouvoir, en fait, utiliser, réutiliser dans SharePoint. Alors, un workflow, au passage, donc pour quand même être clair, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes qui va être automatisé, en fait, et qui va me permettre de valider, en fait, que tout un processus soit suivi pour arriver, en fait, à un résultat prédéfini. Donc, par exemple, le plus classique, à nouveau, c'est l'approbation de documents. Le point de départ, c'est qu'il y a eu la création ou l'édition d'un document. Les différentes étapes, c'est qu'il faut que ça passe par la validation, la soumission à l'approbation du manager ensuite, et la publication, par exemple, de ce document. Et l'étape finale, c'est en effet le document publié.
Donc ici, en fait, Flow, c'est un outil qui va vous permettre de gérer, en fait, de créer et de gérer des flux d'approbation. Donc ici, je vous en montre un très, 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 très succinct, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, qui correspond à dire, en fait, que lorsqu'il y a un document ici qui va être créé, automatiquement, ce schéma-là va se lancer. Alors, là, je vous montre l'édition du workflow, mais pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Ce que je veux juste montrer, c'est que c'est complètement paramétrable surtout. Donc ici, ce que j'ai créé comme workflow, c'est que lorsqu'il y a en fait un document qui est créé dans la partie gestion de projet, eh ben, j'ai décidé que j'allais envoyer un message à elfavronedictus.com pour lui demander de valider ce compte rendu et que j'ai mis en pièce jointe en fait le fichier en question. Bon, ici, c'est très très succinct, mais en fait, on peut rajouter autant d'étapes qu'on le souhaite. Je peux avoir des conditions. Je peux dire, du coup, si le N+1 de l'auteur, par exemple, n'a pas répondu sous 2 jours, alors je fais une relance. Et s'il n'a pas répondu sous une semaine, je passe à son N+2, etc., etc. Alors, ici, je me concentre un petit peu sur l'approbation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, un workflow, ce n'est pas uniquement de l'approbation, ça peut être n'importe quel process qui peut être automatisé via la plateforme. D'ailleurs, Flow en fait vous propose un très très grand nombre de modèles qui sont déjà présents en fait dans la plateforme. Donc du coup on va retrouver vraiment un très grand nombre de modèles de processus qui sont utilisés par un certain nombre d'entreprises. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans tout cet ensemble-là, en fait, je n'ai pas que du SharePoint. Ici, par exemple, j'ai un logo Power BI qui me permet de déclencher un flux avec une alerte de données Power BI. Je vais avoir, par exemple, ici, pour pouvoir enregistrer des emails, des pièces jointes Gmail dans un Google Drive. Donc, j'ai la possibilité aussi de m'interconnecter à des outils comme la suite Google. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite idée quand même de cet outil quand même qui est, je trouve, assez puissant, vous pouvez voir ici en fait tous les outils auxquels il est capable de s'interconnecter en fait pour créer des tâches automatiques ou créer des éléments, transférer des informations, etc. Et on voit quand même qu'il n'y a pas que du Microsoft et qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc, j'en ai fini avec ma petite partie sur la démonstration. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aborder rapidement quelques exemples de ce que nous avons pu mettre en place chez des clients. Alors, pourquoi nous pensons que nous avons une offre intéressante? C'est parce que, comme vous avez pu le voir, en fait, c'est un outil très complet où on peut faire beaucoup de choses. Et comme beaucoup d'outils, on peut faire beaucoup de choses, on peut aussi faire malheureusement n'importe quoi. C'est là où je pense qu'une connaissance de l'outil et surtout une expertise peut être intéressante parce que nous pouvons vous aider en fait à bien cibler si l'outil correspond à votre besoin, à structurer en fait un portail ou une solution qui correspondra à vos attentes et non pas en fait d'avoir une solution packagée qui risque du coup de vous obliger à changer vos méthodes de travail, à vous obliger comment dire, à modifier les comportements des utilisateurs, et parce que généralement, ça peut être un frein en fait souvent à l'utilisation de nouveaux outils. L'idée ici, c'est de s'adapter au mieux à votre façon de travailler, à votre contenu, que ce soit documentaire ou en matière d'information, et de faire en sorte que l'outil réponde à vos exigences. Donc pour cela, en fait, on a une méthodologie que je décrirai ici juste après. Je voulais juste vous parler de plusieurs exemples en fait de ce que nous avons fait par le passé. Donc le premier, en fait, c'est une société qui s'appelle Sigfox, qui est un opérateur télécom sur les objets connectés. Et donc eux, dans le cadre de leurs besoins, ils avaient besoin d'un intranet justement, et ils ne savaient pas comment le structurer et puisqu'ils basculaient en fait d'outils tels que la suite Google en fait vers un SharePoint, et ils avaient besoin en fait d'être aiguillés sur les bonnes méthodes, les bonnes pratiques et la bonne structure en fait adaptée à leurs besoins. Donc on a mis en place en fait un accompagnement à la définition de leurs besoins qui n'avait pas été précisé au tout début, et on a mis en place un portail intranet et on les a suivis et on a notamment fait des formations en fait de leurs utilisateurs
Alors, donc enfin, on en reparlera juste après, mais ces formations peuvent être sous de très très diverses formes. Un autre de nos clients, donc, qui est ATR, qui est un constructeur d'avions à hélice, qui lui en fait avait un besoin très particulier. En fait, ils avaient un besoin de personnalisation très très pointu de leur intranet, leur extranet. Donc cet extranet était fait pour du coup permettre à leurs fournisseurs et à leurs clients de partager en fait les mêmes informations enfin, de diffuser, de partager l'information auprès de leurs fournisseurs et de leurs clients. Donc, dans le cadre de ce besoin-là, qui était très spécifique, on a par contre mis en place des développements. Donc, c'est-à-dire qu'on a passé, la personnalisation ne nous permettant pas de faire tout ce qu'on voulait, on est passé à une phase de développement parce qu'ils avaient carrément besoin d'applications intégrées dans leur portail. Et du coup, on a fait un projet en fait de développement. Donc ça, c'est juste pour signaler que si la personnalisation ne suffit pas et que votre projet nécessite du développement, on est aussi en capacité en effet de délivrer ce type de produit. En sachant que notre préconisation reste et restera qu'il faut limiter ces développements au maximum. Donc et après, on a mis en place un support technique et on a notamment mis en place des workflows et des différentes devs spécifiques. On a aussi travaillé donc pour le CNES, qui est l'agence spatiale française. Eux, ils avaient besoin de migrer en fait tout leur portail intranet et GED vers un SharePoint. Donc, on a effectué un support fonctionnel, on a défini avec eux l'architecture technique et logique en fait du portail. Et on allait beaucoup plus loin puisque, donc, comme je vais en parler juste après, on a mis en place un plan de gouvernance, des formations et on a continué des missions d'expertise sur des points particuliers par la suite. Ensuite, on a aussi travaillé donc avec la TECOR, qui est un équipementier aéronautique. Ici, on a récupéré un portail existant et on effectue une maintenance en fait évolutive et corrective en fait de l'existant. Donc on les suit au quotidien ainsi que leurs utilisateurs. Donc sur cette plateforme-là, il y a aussi d'ailleurs des développements spécifiques. Maintenant, je voudrais juste vous parler donc de la méthodologie AppCyborg pour mettre en place ce type de solution. Donc, elle se fait en différentes étapes. La première, en fait, c'est une étape d'accompagnement à la définition du besoin. L'objectif ici, c'est de définir ce dont vous avez besoin et du coup, de partir de votre besoin avec un petit bémol qui est de dire que nous connaissons l'outil, donc du coup, nous allons essayer au maximum de comprendre où se situe votre besoin par rapport à l'outil et de vous proposer un maximum de solutions qui correspondront à votre besoin et qui sont faisables avec juste des personnalisations dans l'outil. Donc à nouveau, pour ne pas avoir à faire de développement. Le but est aussi de rendre la future solution plus tangible. Donc comment ça se passe? En fait, c'est très simple. On va effectuer des workshops avec des key users que vous aurez définis, qui sont des utilisateurs certainement finaux de la solution. Et on va travailler avec eux de façon itérative en discutant et en voyant avec les outils qu'ils ont à l'heure actuelle, quelles sont les problématiques qu'ils ont, etc. Construire petit à petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure des ateliers essayer d'être le plus tangible possible en leur montrant la solution, en créant des POC et des maquettes sur certains points, et en faisant évoluer ces POC et ces maquettes au fur et à mesure des ateliers. Donc après chaque atelier, il y a une période de préparation où nous travaillons sur la mise en place d'un POC ou d'une maquette, et on va itérer au fur et à mesure et faire valider et faire avancer en fait la maquette et le POC tout au long de ces ateliers. Donc ça, c'est la base de ma future pyramide, qui est l'étude du besoin avec la mise en place d'un POC ou d'une maquette. Suite à ça, en fait, on a du coup une idée précise de ce que vos utilisateurs, vos key users veulent, en sachant que ce que je n'ai pas précisé, toute cette partie-là est bien entendu pilotée, c'est-à-dire qu'en amont, alors on va le revoir lors du déroulement, mais en amont de tout ça, on fait un comité de pilotage pour valider avec les sponsors et la direction du projet chez le client, donc chez vous, quel est le périmètre pour éviter du coup que les ateliers deviennent une liste au Père Noël qui risque de ne pas rentrer dans un budget en fait qui a été alloué en fait à ce projet. La deuxième étape, donc une fois qu'on a eu ce besoin et qu'on a discuté avec les utilisateurs et qu'on a une idée donc assez précise, voire généralement très précise de ce que les utilisateurs veulent, on va mettre en place, on va nous de notre côté travailler et concevoir en fait la structure. Donc cette structure, si ça passe par
aspects techniques, c'est-à-dire est-ce que du coup si c'est une version on-premise, est-ce qu'il faut des serveurs au niveau du réseau, et dans tous les cas en fait toute la partie authentification, licence, etc. C'est aussi la structure du portail, c'est la partie la plus importante pour nous. C'est ces découpages en sites, sous-sites, espaces documentaires, qu'est-ce que je mets dans chacun d'entre eux et comment je vais le gérer. C'est aussi les paramétrages, donc au niveau de la recherche, la taxonomie. Alors taxonomie, c'est un nom barbare un petit peu, mais c'est les fameux dictionnaires de mots, comme tout à l'heure par exemple pour les technologies. La taxonomie, j'ai un dictionnaire où j'ai la liste des technologies qui est définie par la société. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter les fautes d'orthographe, les majuscules, les choses comme ça. Donc, cette conception de la structure du portail, elle va se passer comment? En fait, on va récupérer donc le besoin, les limitations techniques que nous connaissons de l'outil, la liste des droits en fait qu'il va falloir appliquer, et tous les retours utilisateurs et les évolutions à long terme envisagées. On va rédiger un dossier d'architecture technique et logique. On va installer et configurer l'outil et on va mettre en œuvre la hiérarchie. Donc là, ça veut dire quoi? C'est qu'à la fin de cette étape-là, en fait, vous avez un portail SharePoint qui fonctionne. Alors, comme vous pouvez le voir, ma pyramide est pour autant pas terminée, parce que nous vous proposons aussi en fait deux étapes qui nous semblent assez importantes en complément. La première, c'est la mise en place d'un plan de gouvernance. Pourquoi? Et à quoi ça sert? Alors, en fait, avoir un portail SharePoint qui fonctionne, c'est bien, mais le rendre pérenne, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ici, l'idée, c'est de dire que votre société, votre façon de travailler évolue et va continuer à évoluer, et qu'il est nécessaire en fait que le portail puisse suivre ces évolutions et qu'il puisse s'adapter à tous ces changements. Donc ici, ce qu'on propose, c'est de définir avec vous en fait à travers ce plan de gouvernance les rôles de tous les acteurs, les règles d'utilisation et les procédures qui seront appliquées pour pouvoir faire en sorte que ce portail ne devienne pas en fait une usine à gaz, que du coup il soit toujours suivi en fait par des gens qui vont être responsables de certains espaces, et que ces gens-là en fait soient formés aux futures évolutions de votre besoin. Donc ici, ça signifie donc qu'on va définir donc ce plan de gouvernance ainsi que des plans de formation. Donc les plans de formation vont être liés à des utilisateurs qui sont censés être les clés du futur système. Ce sont les responsables en fait des différents espaces, par exemple, et on va les former en fait à l'utilisation de l'outil pour qu'ils soient complètement autonomes, et qu'une fois que Accessiborg a terminé sa mission, vous ayez le projet clé en main. C'est-à-dire que basé sur le plan de gouvernance et les formations qui ont été données, normalement, le portail sera pérenne par la suite, et vous serez en capacité de faire évoluer cet outil en même temps que votre besoin. En sachant que, bien entendu, si vous ne le souhaitez pas, nous pouvons aussi partir sur un modèle où nous intervenons à chaque fois que vous avez une modification à apporter. En sachant, oui, un dernier point sur la formation, c'est que ces formations, c'est pas forcément des formations en mode il y a une personne, il y a un ensemble de stagiaires et un formateur. Ça peut en fait prendre différentes formes. C'est des petites vidéos tutoriels pour les utilisateurs aussi, pour qu'ils puissent connaître les fonctionnalités de base. Ça peut être de la documentation. Enfin, donc ça peut prendre n'importe quelle forme, en fonction aussi de la façon dont vous avez l'habitude de travailler, des plannings de vos utilisateurs, etc. Donc là, j'ai mis en place donc l'avant-dernière brique, qui est la gouvernance. Et la dernière est quand même beaucoup plus connue, puisqu'il s'agit du support et du suivi. Accessiborg est en capacité de délivrer un support à différents niveaux sur ce type de projet, à savoir aux utilisateurs finaux pour pouvoir faire les tâches de base, aux gestionnaires de sites. Alors j'appelle gestionnaires de sites, ils peuvent avoir différents noms en fonction des structures, mais ce sont les personnes qui ont un peu plus de responsabilités, qui vont gérer une communauté, gérer un projet, gérer un produit dans SharePoint. Donc de leur permettre de pouvoir assigner des droits, faire les bonnes tâches au bon moment, au bon endroit. Et même sur la partie système, si vous avez en fait une version on-premise, ou si vous avez des problèmes de synchronisation avec un Office 365, etc. Donc, du coup, on peut assurer donc ces tâches-là à travers un ensemble de possibilités, soit un support sous forme de tickets avec une plateforme où vous voyez les tickets, nous on reçoit des emails et on va vous répondre, de la documentation technique, de la rédaction de procédures de suivi ou de dossiers d'exploitation. Donc là, je viens de terminer du coup la méthodologie avec l'ensemble de mes briques qui constituent ma pyramide. Donc là, juste pour décrire en fait cette méthodologie dans les étapes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première chose,
il va y avoir une réunion de démarrage pour définir le périmètre avec les sponsors et la direction de projet chez vous, où on va reparler du coup du périmètre, des groupes qui vont participer aux différents workshops et du planning. Dans la foulée, généralement, on essaye de faire un workshop technique avec l'équipe du système informatique interne pour connaître l'existant en fait et l'environnement technique et voir les possibilités pour éviter de parler de solutions qui ne pourront pas être appliquées en fait dans le cadre de votre société puisque vous avez peut-être des restrictions. Ensuite, pendant les jours qui suivent, on va en effet faire des itérations de workshop avec un groupe de personnes, généralement grand maximum 6 pour que ce soit, disons, suffisamment collaboratif justement. Et on va itérer en fait avec ces groupes-là sur les différents sujets qu'on aura définis lors de la réunion de démarrage. Donc à nouveau, ces workshops sont très dynamiques, on essaye de montrer un maximum de choses, de faire des démonstrations, etc. L'intérêt aussi de ces workshops, c'est que ça permet aux utilisateurs de se projeter dans l'outil et de l'accepter plus facilement. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il s'agit aussi d'une démarche de conduite du changement, puisque si on implique les utilisateurs au plus tôt, ils se sentent valorisés. En plus de ça, ils vont avoir une tendance, généralement, parce que l'outil est quand même intéressant, à du coup discuter de l'outil à la machine à café, et ils vont eux-mêmes évangéliser, avant même l'arrivée de l'outil, le futur outil. Donc du coup, c'est une démarche qui généralement est positive dans de nombreux aspects, outre la définition pure du besoin. Ensuite, donc là, c'est la partie où nous, on va itérer en interne avec du coup l'analyse des résultats des ateliers, la proposition en fait d'une structure technique et logique. Donc, on va décrire dans un cahier des charges et une solution avec un planning prévisionnel. Et donc, on finit sur une phase de pilotage où du coup, on vous présente en fait la façon dont on pense mettre en place cet outil et du coup, les conclusions que l'on avait en fait par rapport à cette analyse du besoin et la proposition que l'on peut vous faire suite à votre demande. Voilà, donc pour terminer, je vais juste parler vite fait des bénéfices en fait de cette solution. Ça va être donc de fédérer les collaborateurs autour de sujets, c'est-à-dire que au lieu de s'éviter, enfin pour s'éviter les envois d'emails dans tous les sens, etc., qui ont peu de structure en fait et qui généralement génèrent des pertes d'informations, de la frustration ou de la non-lecture de certaines informations, on va avoir un espace en fait dans lequel les gens vont pouvoir se regrouper pour partager de l'information cohérente sur un sujet précis. Donc ça se fait à travers les espaces projets, les espaces produits, etc., ou l'espace d'un service, par exemple. On va aussi optimiser les temps d'accès à l'information. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais je suppose que vous avez tous des partages de documents, par exemple, sur un répertoire réseau, et la recherche Windows, quand vous ne savez pas où est le fichier, est un petit peu laborieuse, on va dire. Là, vous avez différentes possibilités. Soit vous avez les raccourcis qui vont bien, soit vous avez les outils directement de recherche à l'intérieur d'une bibliothèque parce que vous savez que le document est dans cette bibliothèque, ou carrément un moteur de recherche qui va balayer tout ou une partie en fait de votre site SharePoint pour pouvoir récupérer les informations. Donc c'est un regroupement, ça permet le regroupement de l'information selon les thèmes. Donc à nouveau, ça nous évite du coup les répertoires réseau où les documents pourraient se retrouver dans plusieurs structures, etc. Là, on peut faire des croisements, enfin, donc il y a des tas de choses intéressantes. Ça permet un point central d'accès à l'information. Si je veux, j'ouvre mon portail SharePoint et je sais que je suis censé, si tout le monde a suivi bien entendu les procédures, trouver l'information que je souhaite dans ce portail. Quitte à ce que le portail me renvoie vers un nav, me renvoie vers un CRM, me renvoie vers quelque chose d'autre, mais mon point d'accès, d'entrée, ça va être le portail. Excusez-moi. Donc ça permet aussi une forte intercommunication entre les outils, donc à nouveau que ce soit des outils Microsoft ou autres, en fait on peut communiquer et échanger l'information à partir du moment où le connecteur existe. Ça permet une dépollution de la boîte mail. Alors fini les 10 versions de PowerPoint qu'on s'échange pour la future présentation. La présentation est située dans une bibliothèque, chacun la modifie, on la valide, on fait du coup de l'approbation, du versionning, etc. Mais on n'a plus en fait les 10 000 échanges là-dessus. Alors je ne l'ai pas montré, mais on a la possibilité aussi d'avoir du coup des mini-chats comme dans les réseaux sociaux pour un mur pour discuter d'un sujet, par exemple un projet, etc. Ça évite les envois de mails massifs à toute l'équipe, etc. Et donc, sujet que je n'ai pas du tout abordé non plus, la dématérialisation, qui est aussi une possibilité, puisqu'il est tout à fait capable, on l'a déjà eu fait chez les clients, de dématérialiser une partie de votre documentation et d'utiliser SharePoint comme j'aide en fait pour stocker toute cette documentation. Je vous remercie pour votre attention au cours de cette conférence web et nous allons
passer à la partie questions, je suppose, avec Charlotte. Merci Lionel pour cette présentation.